Gabriel et moi, Charlie, nous étions tous deux des élèves bas de gamme, imperceptibles, translucides et invalides. Nous étions pourtant à l'école, mais la seule personne qui nous voyait. C'était une femme, à l'extérieur, c'était la seule personne qui nous voyait. La seule personne chez qui on pouvait aller, raconter nos secrets, ce qu'on ressentait, ce qu'on avait vu, ce qu'on avait vécu. C'était la seule femme qu'on voyait en dehors de l'école. À l'école, la seule personne qui venait vers nous, c'était une autre fille. Une fille qui venait toujours vers nous, mais la seule chose qu'elle faisait, c'était nous ennuyer. La seule chose qu'elle avait fait, c'était nous ennuyer, alors un jour, on a décidé de riposter. On a décidé, nous aussi, de se faire entendre. On a décidé, nous aussi, alors un jour, de se faire entendre. Et ce jour-là, à l'école, au lycée, ce jour-là, lorsque nous sommes arrivés à l'école, au lycée, toujours en tant qu'élève bas de gamme, imperceptible, translucide et invalide envers les yeux des autres, ce soir-là, en retenue, lorsque nous sommes arrivés au lycée, c'est à l'école que, en retenue, il y avait à nouveau cette jeune fille. Cette jeune fille qui nous traquait tous les jours. Elle nous traquait, elle espérait pouvoir nous mettre à terre avec des mots ou encore avec autre chose, que ce soit physique, moral, ou encore qu'elle nous parle ou qu'elle nous dise des choses, qu'elle nous donne des coups ou qu'elle nous fasse n'importe quoi, que ce soit physique, moral, intense, méchant, que ce soit émotionnel, elle essayait toujours de nous mettre plus bactères. Un jour, on a décidé tous les deux, Charlie et Gabriel, on a décidé tous les deux de se relever, d'arrêter de se laisser faire et de se mettre plus bactères. On a décidé de se relever, d'arrêter de se laisser faire, de se mettre plus bactère. Un soir, on a décidé de passer à l'action. Je l'ai appelé, il m'a appelé, et on s'est regardé en face cam. On a élaboré tout un plan pendant 1 heure, ça avait duré 1 heure, 1 heure et demie ou plus ou moins 2 heures. Ça avait duré très longtemps, on avait élaboré tout un plan jusqu'à minuit, pouvant peut-être nous aider à nous relever, à arrêter de nous mettre plus bactères. Un plan qui pouvait peut-être arrêter de faire en sorte que cette fille nous mette plus bactères. Un plan qui pourrait faire en sorte que nous nous relevions, que nous fassions face à ce qui nous faisait peur. Un plan qui allait peut-être nous aider. Et ce plan-là, ce soir-là, on l'a élaboré à deux. On s'est dit qu'on arriverait devant sa maison, que devant sa maison, qui était dans le noir, obscurcie par la lumière d'un lampadaire, obscurcie par la lumière d'un lampadaire, qui ne fonctionnait que très peu. Sa maison qui était obscurcie par le noir de la nuit, par l'éclairage d'un lampadaire qui ne fonctionnait que très peu. On est arrivé devant. Le simple fait de voir cette maison et de savoir que la personne qui nous traquait à l'école vivait à l'intérieur nous glaçait le sang, car on savait qu'au lycée on était persécuté par cette personne. Mais ce soir-là, on a décidé de passer à l'action. Le plan que nous avions développé était d'écrire en graffiti, de manière brute, de manière sèche, ou encore de manière assez brute, sèche, froide, ou encore de manière horrifiante. On a décidé d'écrire tout ce que l'on pensait. Et cela n'était pas la bonne chose à faire. Car pendant 1 semaine, voire plus longtemps, 1 mois, 1 semaine, 1 mois a duré lorsque nos parents ont été interrogés par la police. Ça a duré 1 mois, 1 semaine, on n'a pas compté. Mais ça a duré 1 mois et 1 semaine, nos parents avaient toujours les flics derrière leur porte. Nos parents avaient toujours les flics, la police derrière leur porte qui leur posait des questions à notre sujet.
Très souvent le soir, on se renseignait à propos de ça, on s'appelait en face cam, on se regardait et on parlait de pourquoi les parents pouvaient très bien avoir les flics derrière leur porte, chaque soir, chaque matin, chaque midi. Pourquoi est-ce que nos parents avaient les flics, la police, à leur porte? Pourquoi est-ce qu'ils leur posaient des questions qui étaient toujours un autre sujet? On se demandait ça, pourtant on savait très bien, mais on faisait semblant. On savait très bien, mais on faisait semblant. On faisait semblant de ne pas savoir pour pas que les parents sachent qu'on avait réellement fait quelque chose. On avait réellement fait quelque chose. On s'attendait à ce que réellement il y ait du grabuge. On s'attendait à ce que réellement il y ait une vague qui vienne amener la police à venir nous voir. On s'attendait à ce qu'il y ait une vague de stress, une vague d'incertitude qui vienne à pousser la police à venir toquer à notre porte. On s'y attendait réellement. Mais on faisait semblant de ne pas savoir. On faisait semblant de ne pas être au courant. On faisait semblant de ne pas être les personnes qu'on avait été cette nuit-là. On faisait semblant de ne pas être les adolescents qui ont fait ce graffiti. On faisait semblant de ne pas être les personnes qui ont été sur cette maison, qui ont grimpé les murs, qui ont écrit les choses qu'ils pensaient. On faisait semblant d'être les enfants qui n'avaient pas fait ça. Et après avoir arrêté de faire semblant, la police a intercepté nos parents. Le soir même où la police a intercepté nos parents après avoir trouvé des preuves qui remontaient jusqu'à nous, enfin jusqu'à nous, jusqu'à notre maison. Après avoir trouvé des preuves qui remontaient jusqu'à nous, jusqu'à notre maison, jusqu'à l'endroit où on habitait, jusqu'à notre logement, jusqu'à l'habitation de mes parents, cet appartement en plein milieu de New York, cet appartement en plein milieu de New York dans lequel on habitait, un appartement à New York, à Astoria. Cet appartement, la police est remontée jusqu'à l'habitation de mon copain aussi. La police est remontée jusqu'à Astoria, l'habitation de mon copain, Charlie. On est remonté aussi vers moi, à New York. À New York, on est remonté vers moi, la police est venue toquer à mon appartement. Et c'est ce soir-là que nos parents ont été interceptés tous les deux en même temps, à Astoria, chez Charlie. Ses parents ont été interceptés. À New York, chez moi, chez Gabriel, mes parents ont été interceptés. Ce soir-là, on était seuls chez nous, mais la police ne nous a pas posé de questions. Bizarrement, la police ne nous a pas posé de questions. Elle a juste intercepté nos parents et les a emmenés au poste. Ensuite, ils sont plus jamais revenus. On ne sait pas s'ils ont été interrogés, si la police leur a posé des questions, s'ils ont été mis en prison, ou s'ils ont tout simplement disparu, s'ils sont partis autre part. Personne n'a jamais réellement su. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on avait fait une bêtise. Ce soir-là, on n'avait pas réellement réfléchi. On a laissé la colère l'emporter. Parce que quand on est pendant des années un enfant bas de gamme, imperceptible, translucide et invalide par rapport aux autres, qu'on est spectateur de la vie des autres, généralement, il y a un moment où on va finir par tout relâcher. Et c'est ce soir-là où on n'a pas réfléchi, qu'on a tout relâché sur la personne qui nous avait pris comme victime. La personne qui nous avait pris comme victime, qui nous manipulait comme des pantins, qui tenait les ficelles, et qui faisait de nous les personnes qu'on n'était pas et qu'on ne voulait pas être. Ce soir-là, on a laissé la colère emporter. On a laissé la colère l'emporter et on était devenus les personnes qu'on ne voulait pas non plus être. On était devenus les personnes qu'on ne voulait pas non plus être, et ça, c'était entièrement de notre faute. Car on a voulu se venger, mais on ne s'est pas vengé de la manière dont on voulait. On ne s'est pas vengé de la manière dont on voulait. C'était trop brut, trop intense. C'était trop froid, trop frigide. C'était une manière de se venger qui était trop froid, trop frigide, trop brute. Alors on s'est vengé. Mais on savait que la manière de se venger qu'on avait élaborée avait des conséquences.
Car toute chose, toute décision prise dans la vie découle des conséquences. On savait qu'il y avait des conséquences à en retirer lorsqu'on ferait ça, mais on ne savait pas que ce qu'on avait fait était beaucoup trop brut, beaucoup trop frigide, beaucoup trop... On ne savait pas que ça allait engendrer une telle situation. Mais pourtant, nos parents ont été interceptés ce soir-là. Et l'instant de retrouver nos esprits, de savoir que ce qu'on avait fait était sans pitié, froid, frigide et nullement réfléchi. On savait que ce qu'on avait fait était nullement réfléchi, froid, frigide et sans pitié. On a compris ensuite qu'il fallait qu'on répare nos erreurs. Même si la personne qui se trouvait derrière la porte qu'on avait salement recouvert de graffiti et de nos pensées les plus sombres et les plus obscures par rapport à cette personne, on savait qu'il fallait s'excuser par rapport à la personne qui se trouvait derrière cette porte, qui avait subi ça malgré tout ce qu'on a subi par rapport à elle. Tout ce qu'on a subi par rapport à elle, on savait qu'il fallait qu'on se venge, on savait qu'il fallait qu'on pardonne, parce que ce qu'on a fait était trop froid, trop frigide, trop brut et trop intense pour qu'on puisse laisser la personne dans une telle situation. On avait quand même été jusqu'à intercepter nos parents de manière involontaire en créant un conflit d'intérêts entre la personne qui nous manipulait, de manière à ce que tout s'engendre et devienne une situation post-apocalypse qui a fait en sorte qu'un conflit d'intérêts se crée entre nous. Un conflit d'intérêts s'est créé entre nous et finalement il y a eu des interceptions et on a pu comprendre qu'on avait été trop loin. On a été trop loin, mais la manière dont on a réagi, on a essayé de la réparer. Le soir, on a essayé de la réparer, on a compris qu'en fait, on avait réparé nos erreurs, on avait essayé de se rendre utile, on avait essayé de pouvoir trouver un moyen, un accord avec la personne qu'on avait emprisonnée de nos pensées les plus sombres. La personne qu'on avait emprisonnée de nos pensées les plus sombres en les écrivant sur ses murs. On savait qu'on venait de commettre un délit et une infraction assez grave. On venait quand même d'enfreindre la loi et de commettre une infraction assez grave. On avait quand même commis un délit de fuite, une infraction d'atteinte à la pudeur et à la vie privée. On avait aussi pris en otage une personne qui ne méritait pas ce qu'elle avait subi. On avait aussi pris en otage la vie personnelle et sentimentale de la personne, mais on ne se rendait pas compte de l'ampleur qu'allait prendre cette perspective. On ne se rendait pas compte de la perspective qu'allait prendre l'ampleur de notre bêtise, de notre mécanisme de réflexion. On ne se rendait pas compte du mécanisme de réflexion qui avait été engendré par le fait qu'on avait tout simplement envie de se venger, mais qu'on a été trop loin. Et le fait d'avoir été trop loin a engagé de prendre une perspective qui nous a amené à se venger de manière brutale, de manière sèche, de manière frigide et beaucoup trop intense. Le soir même, on a donc décidé de se présenter à la personne de manière à présenter nos excuses et à trouver un moyen pour se rendre utile et à trouver un accord pour vraiment remettre les compteurs à zéro. On a essayé de remettre les compteurs à zéro avec la personne qui nous avait pourtant persécutés et que nous avions persécuté à notre tour, ce qui est quand on y pense et qui était c'est concrètement quand on y pense, ce qu'on a fait concrètement, c'est un paradoxe. Parce que concrètement, ce qui était un paradoxe, c'est qu'on a voulu se venger d'une personne qui s'est vengée de nous, et que nous qui étions les victimes, on a voulu se venger d'une personne qui se vengeait déjà sur nous. C'était concrètement une vengeance qui était devenue un paradoxe. C'était une vengeance qui était devenue paradoxale. Et le soir où on a voulu rompre
où on a voulu rompre tout ce qui était paradoxal dans cette vengeance, qu'on a voulu rompre la frigidité de la chose. Le soir où on a voulu rompre l'intensité et la frigidité de la chose, de l'acte qu'on a commis. Le soir où on a voulu rompre ça avec la personne, où on a voulu se faire pardonner, eh bien, il n'a suffi que d'un quart de seconde pour qu'on soit emmené par une camionnette noire, qu'on se retrouve dans un hôtel abandonné, face à un pot de belladone. On s'est retrouvé dans un hôtel noir, vide, insalubre. En tout cas, l'hôtel, j'avais remarqué ça quand on est arrivé devant la porte, elle avait été déclarée insalubre depuis 1899. Ça fait 1899 ou 1699 qu'elle avait été déclarée insalubre. Cet hôtel, aujourd'hui en 2023, dans lequel on a été emmené, était jonché de pièges. Il y avait un piège qui était le tout premier. Il y avait un piano au fond de la salle. Il y avait des portes dans un couloir. Il fallait jouer la bonne mélodie sur le clavier du piano. Il y avait 62 touches, 62 portes. Il fallait jouer la bonne mélodie. On avait 62 choix, 62 portes, 62 touches et 62 mélodies. Il fallait trouver la bonne à travers les 62 pour ouvrir la bonne porte de sortie. Le second piège qu'on a dû subir était un couloir assez étroit pour pouvoir y ramper par terre. On a dû ramper à travers un couloir de 11 km, à travers lequel, au-dessus de nous, il y avait des couteaux. Au-dessus de nous, il y avait des couteaux. À travers le couloir se propageait un produit chimique et toxique capable de tuer une personne en un trentième de seconde. On a dû ramper à travers ce couloir pendant un trentième de seconde et ne pas se relever. Dans tous les cas, on serait embroché par les couteaux. Le second piège était un piège où nous étions dans une salle de bain abandonnée, par-delà des fils électriques qui ont été tirés par-delà la droite, par-delà les gauches, et par-delà les murs, gauche, droit, devant et derrière, ont été tirés des fils électriques non isolés. On devait s'accrocher aux fils électriques, ou en tout cas passer à travers sans les toucher, tout en gardant les pieds dans l'eau, sinon c'était la mort fatale. Le second piège était une rampe de lancement qui propageait tout autour de nous des machettes qui tournaient telles les lames d'un ventilateur. Telles les lames d'un ventilateur, on pouvait voir tourner des machettes qui tournaient autour d'un pied, une barre de pole dance. Et cette barre de pole dance faisait tourner des lames qui devenaient de plus en plus proches. Les lames devenaient ainsi de plus en plus proches, mais on devait réussir à trouver l'instant précis, la seconde même où on pouvait passer. Le suivant piège avait été une chambre dans laquelle il y avait 3 interrupteurs et 4 flingues qui nous visaient actuellement. Actuellement, on était dans cette chambre, c'était le dernier piège, et il y avait 4 fusils chargés qui nous visaient de part et d'autre, sur la gauche, la droite, le devant et le derrière. Ils étaient tous chargés, ils nous visaient, et il y avait 3 interrupteurs sur lesquels il n'y avait rien d'indiqué. On devait trouver lequel était le bon. Le premier déchargeait les flingues, le premier appuyait sur la détente, le second ouvrait la porte de sortie. J'aurais aimé vous dire qu'on a survécu aux épreuves, mais on a appuyé sur celui qui a déclenché le détonateur. On n'a jamais su sortir de cet hôtel. Il y avait tellement de pièges, et puis le tueur à la belladone avait de l'avance sur nous depuis bien longtemps. Il avait de l'avance sur ses victimes depuis bien longtemps, il ne nous avait pas laissé le choix. On a appuyé sur les mauvais interrupteurs, on a traversé les mauvais endroits, on a pris les mauvais choix et les mauvaises décisions. Ça n'a pas été plus loin que ça, mais tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on n'a jamais réussi à sortir de cet endroit, et que peu importe la solution, ces pièges étaient trop compliqués pour nous, on n'était que des pions.
des pions sur un échiquier.